Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de l'action Wolters Kluwer. Comme d'habitude, avant de commencer cette analyse, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance. Cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et vous devez faire vos propres recherches avant d'acheter une action. Cette analyse va se dérouler en 4 étapes. Premièrement, la présentation de la société et de ses activités, ensuite son analyse quantitative, l'analyse fondamentale, et enfin l'évaluation du prix. Pour ces 3 étapes, vous pouvez retrouver ma playlist avec les 3 vidéos explicatives de ma méthode d'analyse que je vous mettrai en bas dans la description et en haut à droite de la vidéo. Commençons donc tout de suite avec la présentation de la société Wolters Kluwer. Cette société a pour ticker WKL, elle est cotée à la bourse d'Amsterdam, elle a une capitalisation de 32 milliards d'euros, c'est une société qui est aux Pays-Bas, elle est éligible au PEA, elle verse un dividende de 1,46% et elle est dans le secteur de l'industrie. L'histoire de la société débute il y a très longtemps, en 1836, quand Jan Berends Wolters fonde une librairie maison d'édition à Groningen, dans le nord des Pays-Bas. En 1891, l'ancien libraire Abele Kluwer fonde sa maison d'édition également à Deventer, dans l'est des Pays-Bas. En 1968, Wolters fusionne avec Nordhoff pour former Wolters Nordhoff. En 1987, Kluwer fusionne avec Wolters Samson et devient Wolters Kluwer, donc la société que nous connaissons aujourd'hui. Durant les années 80 et 90, Wolters Kluwer effectue de nombreux rachats et s'internationalise et se développe donc à l'international. En 1995, le comité exécutif annonce de nouveaux investissements dans l'e-édition et notamment dans le secteur de l'internet qui vient alors d'émerger. En 2001, la société annonce qu'elle a l'intention de créer un nouveau Wolters Kluwer pour le XXIe siècle et de basculer de l'édition de livres, qui est donc son activité historique, vers l'édition de logiciels et de solutions numériques. En 2003, Nancy McKinstry est nommée CEO, et en 2010, sous la direction de McKinstry, le portefeuille de la société a été complètement transformé et 70% de ses revenus proviennent désormais de la vente de logiciels et de solutions numériques. Et donc son activité historique d'édition de livres est peu à peu remplacée par cette nouvelle activité. En 2013, la société consolide sa position mondiale avec une stratégie de marque unifiée, et aujourd'hui la société continue sa transition vers des revenus récurrents sur des modèles SaaS et implémente l'IA dans ses solutions et les nouvelles technologies. Si on fait un point sur les ventes par secteur de la société, elles se décomposent en 4 secteurs. Premièrement, la fiscalité et la comptabilité qui représentent 48% des ventes, la santé qui représente 22% des ventes, la gouvernance, le risque et la conformité qui représentent 19,9% des ventes, et juridique et réglementaire qui représentent 9,7% des ventes. Concernant les ventes par région, on a une forte exposition à l'Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada qui représentent 63% des ventes, l'Europe hors Pays-Bas qui représente 24% des ventes, l'Asie-Pacifique 6%, les Pays-Bas 3,7% et le reste du monde 1,5%. Si on fait un point sur les différentes solutions qui sont commercialisées par Wolters Kluwer, parmi ces 4 segments d'activité principaux, on retrouve dans le segment de la fiscalité et de la comptabilité CCH Access Suite, qui est une solution cloud de préparation fiscale et de conformité avec des gestions de flux de travail et des solutions d'audit. On a CCH ProSystem FX, qui sont un ensemble d'outils logiciels intégrés pour la fiscalité, la comptabilité, l'audit et la gestion des flux de travail. TaxWise, qui est un logiciel de préparation fiscale pour les préparateurs d'impôts. Cette liste est évidemment une liste non exhaustive parce que Wolters Kluwer commercialise un nombre très important de solutions et il serait impossible de tous les citer ici. Sur le segment de la santé, on retrouve les solutions UpToDate, qui est le logiciel leader sur le soutien décisionnel clinique pour les professionnels, Ovid, qui est une plateforme de recherche médicale la plus fiable du monde avec des ressources provenant de plus de 120 éditeurs différents, Lexicomp, qui est un référentiel sur les médicaments en ligne et sur mobile, et Sentry7, qui est une solution ciblant la prévention des infections, la gestion de la pharmacie et d'identification des patients à risque dans les hôpitaux et les cliniques. Sur le segment de la gouvernance du risque et de la conformité, on retrouve CCH Tagetic, qui est un logiciel de gestion unifiée des performances financières dans une entreprise, OneSumX, qui est un écosystème de solutions et de services pour gérer la gouvernance, les finances, les risques et la conformité, donc tout ce qui va être les nouveaux critères ESG,
Enablon, qui sont des solutions logicielles pour la gestion des risques et de la conformité, de l'ingénierie et des opérations. Lien Solutions, qui est le leader sur le marché des inscriptions, des recherches et de la gestion des sûretés mobilières. Et enfin, sur le secteur juridique et réglementaire, on va retrouver Clover Arbitration, qui est la solution leader pour l'arbitrage international, donc tout ce qui va être litiges internationaux entre des parties de différents pays. Enterprise Legal Management, qui est une solution de gestion des dépenses légales et des affaires, avec un examen automatisé des factures légales avec intelligence artificielle et des solutions d'analytics. Legisway, qui est un logiciel de gestion juridique tout en un pour les services juridiques internes, et Vital Law, qui est une base de données de recherche juridique à destination des avocats. Au niveau du management, on en a un peu parlé, on retrouve Nancy McKinstry au poste de CEO depuis 2003 et elle est dans la société depuis 1995. Et au poste de directeur général, on retrouve Kevin Entriken depuis 2023, mais il a intégré la société en 2003. Passons maintenant à l'analyse quantitative de Wolters Kluwer. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo qui explique ma méthode d'analyse quantitative, je vous la mettrai en bas dans la description et en haut à droite de la vidéo. Commençons par la rentabilité. Et là on voit qu'on a un ROCE sur 1 an de 23%, sur 5 ans de 19,5% et sur 10 ans de 16,7%. Au niveau des profits, on a une marge brute de 69,5%, une marge opérationnelle de 18,7%, une marge nette de 14,5% et un pourcentage de dépenses en capex par rapport au chiffre d'affaires de 22%. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on a une croissance du chiffre d'affaires sur 1 an de 9,6%, sur 5 ans de 4,2%, sur 10 ans de 3,8% et sur 5 ans de 4,5%. Donc on voit ici, pour ma part, le premier point noir que je trouve dans la société, donc la croissance de son chiffre d'affaires qui est assez faible, puisqu'on voit que sur 10 ans, on a à peine 4% de croissance, ce qui n'est pas suffisant selon moi. Au niveau de la croissance des free cash flow, ensuite, on a une croissance sur 1 an de 23,7%, sur 5 ans de 14% et sur 10 ans de 12,1%. Au niveau du dividende, on a une croissance sur 1 an de 15,3%, sur 5 ans de 15,2% et sur 10 ans de 9,2%. Donc par contre, ici au niveau de la croissance du dividende, on est impeccable. Et enfin, au niveau des années d'augmentation consécutive du dividende, on a 2. Et pour terminer avec la santé, on a un ratio dette sur EBITDA de 2,05, donc légèrement élevé, et un payout ratio de 45%. Et donc si on récapitule, tout cela nous donne une note de 12,5 sur 20. Et on voit ici encore que la catégorie principale sur laquelle pêche Wolters Kluwer est la croissance du chiffre d'affaires. Si on compare par rapport à ses concurrents, on retrouve l'américain MSCI avec 17 sur 20, S&P Global avec 16,5 sur 20 et le britannique RELX avec 11,5 sur 20. Si on compare la performance de la société par rapport au S&P 500 sur les 10 dernières années, on a une surperformance annuelle de 12,27%, ce qui est très bon, en sachant que cette performance est prise dividende réinvesti. Et sur les 20 dernières années, par contre, on est un peu en retrait, avec 3,78%, donc c'est toujours très bon, mais moins flagrant que sur les 10 dernières années. Et on voit d'ailleurs sur le graphique de droite que de 2003 à 2015, la société a sous-performé le S&P 500 et que ce n'est que à partir de 2015-2016 que la société est passée au-dessus et commence à surperformer le S&P 500. Et si on compare sa performance par rapport à ses concurrents, on retrouve en première position MSCI, en deuxième position Wolters Kluwer, en troisième position S&P Global, et en dernière position RELX. En sachant que cette performance-là est calculée en ne prenant pas en compte le réinvestissement des dividendes. Passons maintenant à l'analyse fondamentale de Wolters Kluwer. Et pour ça, je vous renvoie également vers ma vidéo qui explique mon processus d'analyse fondamentale, que je vous mettrai en bas dans la description et en haut à droite de la vidéo. Passons tout de suite sur les forces de la société. Premièrement, c'est un business qui est diversifié sur plusieurs segments différents, en passant par la santé, la fiscalité, la conformité, l'ESG, la finance, etc. La vente de logiciels est un business relativement simple et scalable, puisque 82% des revenus de Wolters Kluwer sont récurrents et 74% proviennent de la vente de logiciels. L'entreprise a su pivoter très tôt de son business d'édition de livres vers un business d'édition de logiciels, ce qui témoigne d'une vraie vision stratégique et d'une bonne agilité de la part de l'entreprise et surtout du management. La nouvelle division qui est en train d'être créée sur le secteur de l'ESG a un fort potentiel de croissance à l'avenir. Et des acquisitions sont faites dans des domaines stratégiques pour renforcer la position de l'entreprise qui a un bon historique d'acquisition. L'entreprise se positionne également sur l'IA, notamment dans le domaine du médical, et intègre ce genre de solutions petit à petit dans ses logiciels. Et enfin, ces logiciels sont fortement implantés dans les entreprises, ils sont relativement sticky
et le taux de churn est faible. Au niveau des risques, maintenant, on a selon moi le risque principal qui est un risque d'évolution des réglementations ESG et autres conformités qui pourraient du jour au lendemain rendre caduque toute une division de Wolters Kluwer. Et comme toute entreprise basée sur la vente de logiciels, un des risques majeurs est le risque de disruption technologique par un concurrent plus agile ou une intelligence artificielle par exemple. Et l'entreprise pourrait également faire une ou plusieurs mauvaises acquisitions qui viendraient impacter sa rentabilité dans le futur. Passons maintenant à la checklist fondamentale et commençons par les produits de Wolters Kluwer. Est-ce que les produits sont essentiels ? Oui, les produits sont essentiels puisqu'ils sont indispensables pour les entreprises qui les utilisent, autant dans le secteur de la santé, dans le secteur juridique, que pour les problématiques de conformité. Est-ce que les produits sont achetés régulièrement ? Oui, on l'a vu, 82% des revenus de Wolters Kluwer sont récurrents. Les produits sont également vendus à bas prix car le coût des logiciels par abonnement est souvent très abordable pour une entreprise. Les produits sont achetés par une large base de clients puisqu'on l'a vu, Wolters Kluwer couvre une large gamme de secteurs et de personas différents. Par contre, les produits, selon moi, ne résistent pas forcément au changement car même si les logiciels sont sticky, ils sont soumis à des risques de disruption technologique relativement importants. Au niveau du positionnement, l'entreprise n'est pas forcément appréciée par ses clients selon moi, car même si ses produits sont appréciés, le branding de Wolters Kluwer est relativement faible et ce n'est pas une société qui va être appréciée pour ce qu'elle est, mais plutôt pour les solutions qu'elle propose. L'entreprise également n'est pas forcément unique car elle possède des concurrents sur la plupart de ses segments et l'entreprise n'est pas non plus le leader sur le marché car elle n'est pas le leader dans les marchés qu'elle attaque. L'entreprise est plutôt neutre à sa résistance face à la concurrence car même si ses logiciels sont bien implantés, ce n'est pas suffisant selon moi et l'entreprise est neutre également au niveau de son pricing power pour les mêmes raisons car même si ses logiciels sont bien implantés, elle ne peut pas facturer trop cher ses clients. Passons maintenant au management. Et également sur la facilité à diriger l'entreprise, pour ma part j'ai mis neutre, car même si les revenus sont récurrents et stables, la société opère dans de nombreux secteurs différents et adresse un panel de personas relativement différents les uns des autres. L'entreprise également est neutre au niveau de son allocation du capital car Morningstar lui attribue une note de standard. L'entreprise est focus sur la qualité de ses produits car Wolters Kluwer met l'accent sur la qualité de ses services et de ses logiciels. Le management de l'entreprise est compétent parce qu'il a su complètement transformer la société en la transformant d'une société d'édition de livres vers une société d'édition de logiciels. Donc une transformation complète à l'image par exemple de ce qu'a pu faire une société comme Netflix. Enfin, le management n'est pas forcément skin in the game car même s'il est senior, on l'a vu avec Nancy McKinstry par exemple qui est depuis très longtemps dans la boîte et qui a amené cette transformation, il ne possède pas un lien particulier avec la société. Et enfin pour terminer, l'entreprise a une grande douve puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. Elle opère dans un secteur par contre qui est cyclique puisque les ventes de Wolters Kluwer peuvent être influencées par les conjonctures économiques. L'entreprise a un fort potentiel de croissance et notamment sur sa nouvelle division ESG. L'entreprise évolue donc aussi dans un marché en croissance puisque le marché des logiciels est en croissance et celui de l'ESG encore plus. Et l'entreprise est orientée vers ses actionnaires car non seulement elle verse un beau dividende croissant mais elle fait également des rachats d'actions réguliers. Donc si on récapitule, au niveau de la note fondamentale, on a une note de 12,5 sur 20. Ce qui est bon, mais qui est tout juste à la limite qu'on s'était fixé de 12 sur 20. Et si on réfléchit maintenant à des scénarios catastrophes qui pourraient intervenir sur la société, pour moi il y en a deux. Le premier serait une évolution des réglementations ESG et autres qui pourraient être abolies, par exemple par un régime politique très libéral aux États-Unis et ou en Europe. Donc ça c'est un scénario qui est probable car il suffit de peu. On l'a vu par exemple avec les élections en Argentine, un régime libéral peut très bien prendre le pouvoir et décider que toutes ces réglementations ESG deviennent complètement inutiles et les supprime du jour au lendemain, rendant tout un pan de l'activité de Wolters Kluwer complètement inutile. Et enfin, l'entreprise pourrait ne pas arriver à suivre ses concurrents sur le développement de l'intelligence artificielle notamment, et se faire devancer par des solutions plus performantes. Passons maintenant à l'étude de la valorisation de la société. Et comme pour les deux étapes précédentes, je vous renvoie vers ma vidéo explicative de ce process que je vous mettrai en bas dans la description et en haut à droite de la vidéo. Commençons avec le calcul de la Fair Value Estimate. Et pour ça, on va prendre comme d'habitude les 5 prix que nous utilisons, à savoir la méthode de Discounted Cash Flow qui nous donne un prix de 77,03 €, Morningstar qui nous donne un prix de 110,41 €, Guru Focus 111,59 €, Refinitiv 126,90 € et TipRanks 129,64 €. Si on fait la moyenne de ces 5 prix et qu'on applique un coefficient de 0,9 pour garder une marge de sécurité de 10%, on obtient une Fair Value Estimate de pile 100 €
pour Wolters Kluwer. Et si on compare à son prix actuel, on a une différence entre le prix actuel et sa fair value estimate de 28,7%, ce qui veut dire actuellement que l'entreprise est 28,7% plus chère que le prix auquel on aimerait l'acheter. Et si on étudie maintenant le PE dans l'entreprise, on a un PE général de l'industrie qui est à 17,93, un PE historique de l'action qui est à 24,55 et un PE actuel qui est à 30,73. Donc là, idem, on a un PE actuel qui est supérieur au PE historique, puisque le PE actuel est 25% au-dessus de son PE historique sur les 10 dernières années. Ce qui nous confirme encore une fois que l'entreprise est relativement chère aujourd'hui par rapport à ce qu'on aimerait la payer. Et donc si on récapitule, on a une note quantitative de 12,5 sur 20, une note fondamentale de 12,5 sur 20 et un score de valorisation de moins 26,9 qui s'obtient en faisant la moyenne de la différence entre le prix et le fair value estimate et le PE historique. Ce qui nous donne in fine un score de moins 2 en additionnant ces trois notes. Et ce score de moins 2 signifie aujourd'hui que l'entreprise est chère et qu'elle n'est pas forcément intéressante à acheter. Et donc maintenant passons à la conclusion. Selon moi, Wolters Kluwer est une entreprise de qualité. Elle possède également un grand moat, donc un avantage compétitif important, mais selon moi, ses fondamentaux ne sont pas suffisants. En effet, je trouve que non seulement le business de l'entreprise est très complexe à appréhender puisqu'elle possède beaucoup de solutions différentes. En fait, il est également très compliqué de trouver les informations et de trouver les bonnes informations par rapport à toutes les solutions qu'elle propose. Donc personnellement, je ne m'estime pas encore assez expert sur la société pour pouvoir prendre une position dessus. Et en plus de ça, je pense qu'elle dépend trop des réglementations et les risques sont grands sur cette entreprise. Car comme on l'a vu, tout un pan de son activité qui est dédié à l'ESG et ce pan a le plus fort potentiel de croissance est au final soumis à des réglementations et notamment aux réglementations américaines et européennes. Et ces réglementations-là, elles peuvent changer du jour au lendemain s'il y a un changement de régime qui change ces règles. Et en plus de ça, comme on l'a vu, on a une croissance du chiffre d'affaires qui est relativement faible sur les 10 dernières années avec seulement 3,8%. Donc toutes ces raisons mis bout à bout font que pour moi, je ne vais pas forcément prendre de position sur cette société. En sachant que au départ, je pensais que j'allais sortir de cette analyse en étant positif sur la société. Je pensais sincèrement que c'était une société que j'allais vouloir acheter, mais en fait, plus je creuse et plus je me rends compte que ce n'est pas forcément une société sur laquelle je suis très à l'aise, sur lesquels je n'ai pas forcément envie de prendre de position, et surtout je préfère mettre mon argent dans des sociétés que j'estime être des meilleures opportunités. Et non seulement ça, mais en plus aujourd'hui la société est chère, et elle n'est donc pas forcément intéressante à acheter par rapport à d'autres entreprises, et donc je préfère me concentrer sur d'autres entreprises. Merci à tous de m'avoir écouté. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, à me dire en commentaire si vous avez déjà acheté ou non cette entreprise et si vous la connaissiez et ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt positif ou négatif sur cette société? N'oubliez pas également d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.